savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Nouvelle de dernière heure, un breaking news. Cette saga qui a été excessivement suivie, là, celle de cette famille, père de famille, M. Jarjour, qui décède malheureusement en voyage à Cuba, crise cardiaque. Et là, on a de la difficulté à rapatrier le corps jusqu'ici. C'est pas compliqué. C'est le corps d'un Russe 20 ans plus jeune avec des tatouages, des cheveux, bref, l'antithèse du monsieur qui est arrivé ici. Et là, depuis ce temps-là, on cherche le corps partout. Il y a même, là, du côté du gouvernement cubain, des excuses qui ont été amenées à la famille. Par le ministre des Affaires étrangères lui-même. Voilà, donc ça a pris toute une ampleur. Et là, tout à l'heure, Mario, notre collègue de TVA Nouvelles, Yves Poirier, m'appelle pour m'annoncer qu'ils auraient retrouvé finalement le corps de M. Jarjour. Et avec nous, pour en parler, Mario, Myriam Jarjour, sa fille, à qui on a souvent parlé lié à ce dossier-là, qui va pouvoir nous expliquer les derniers détails. Bonjour, Myriam. Bonjour. Oui, mais les derniers détails, donnez-nous ce que... On s'est parlé, nous, à LCN, plus tôt dans la journée. Vous disiez, on a une meilleure collaboration au ministère. Les gens semblent s'en occuper activement, mais on attend des nouvelles. Alors là, vous en avez. Oui, là, je confirme qu'il est en Russie. Il est enterré. Fait qu'on doit attendre qu'ils ont sorti le... Donc, il est en Russie, il est enterré. Ouais. Est-ce que ça semble, peut-être vous le savez pas, mais est-ce que ça semble être le croisement avec le corps, le monsieur qui était accidentellement arrivé à l'aéroport d'Orval, oui? Ils ont changé parce que le cadavre russe et le cadavre de mon père, ils étaient ensemble dans le frigo. Peut-être ils ont changé, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est une erreur de Cubains. Et donc, la famille russe, eux, ils ont procédé à la sépulture sans ouvrir, sans vérifier l'identité, sans ouvrir parce qu'ils s'en seraient rendus compte? Peut-être, oui. Vous savez pas, ouais, c'est ça. Mais donc là, est-ce que le ministère canadien des Affaires mondiales vous offre le processus de rapatriement du corps? D'abord, je comprends qu'il faut l'inhumer, il faut le sortir de terre, mais est-ce que... Je pense, j'ai pas les détails exacts, mais c'est sûr comme c'est le gouvernement de Canada qui fait le contact avec avec Russie et avec le Cuba aussi. Fait que c'est sûr, ça prend de temps jusqu'à là. Ils n'ont pas dit ça prend combien de temps. Combien de jours? Mais est-ce que le corps de votre père devrait repasser par Cuba ou il pourrait venir directement au Canada? Non, il va venir directement au Canada. Directement au Canada. Oui, on ne sait pas combien de jours. Ouais. Soulagement pour la famille, parce que vous m'avez raconté à quel point votre mère vivait durement cette épreuve-là. Je devrais dire cette double épreuve, là, la perte de son mari dans ces circonstances-là, plus toute la folie qui est venue après. Mais votre mère, la famille, c'est un soulagement? On n'a pas de choix. C'est comme je dis tantôt, on n'a pas de choix. C'est une erreur. On doit suivre les détails, on doit suivre les procédures. On n'a pas de choix. C'est sûr, on n'est pas content. On est content qu'on a trouvé les où. Ouais. C'est sûr. Mais c'est sûr, tout ce qui se passe avec nous, ça ne rentre pas dans notre cerveau jusqu'à là. Non, je comprends. Ouais. Sauf qu'à partir de maintenant, vous pouvez quand même, je dirais, commencer à penser en... Il y a un délai, là, peut-être quelques jours, une semaine, mais vous pouvez commencer à penser en termes d'une... Plus que ça. Ah oui, plus que ça encore, oui. Ouais. Mais qui va vous permettre quand même de faire une sépulture. Oui. S'ils ont dit qu'il n'y a pas de date encore, fait que... Oui, jusqu'à là, j'espère que ça ne prend pas beaucoup de temps parce que nous, on est détruits. Je comprends bien. On va souhaiter que ça se passe le mieux possible. Minimalement, vous avez une réponse. Là, c'est moins pire. J'ai l'impression que l'incertitude de ne pas savoir du tout. Bon courage à toute la famille. Merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Au revoir. Myriam Jarjour, la fille de Farah Alla Jarjour. Alexandre, quelle histoire. Quelle histoire, mais je l'ai dit quand même. Ils ont eu, là, selon ce qu'on nous dit depuis quelques jours, un service valable là, d'Affaires mondiales Canada et notamment la ministre Mélanie Joly qui s'est impliquée personnellement, qui a appelé la famille, qui a appelé Myriam, qui s'en est occupée. Il y a quand même un petit côté malheureux à avoir cette impression qu'il fallait en parler dans les médias, qu'il fallait faire beaucoup de bruit dans les médias pour obtenir
ce qu'on pourrait penser que d'honnêtes payeurs de taxes ordinaires, là, qui sont dans un pays où il y a un gouvernement, puis quand t'en as pas besoin, tu peux passer 50 ans de ta vie ou ta vie au complet sans avoir besoin des services de tel ou tel ministère, mais que le jour où t'en aurais besoin, que ça vient pas, ça marche pas, t'as pas de réponse, puis là, ben là, quand les grosses gueules de la TV là, prennent ça, blablabla, hop, tout à coup, là, ça devient... C'est quand même quelque chose de triste. Puis je le dis pas, je suis convaincu que Mélanie Joly, elle, quand elle a vu ça, elle a pris ça à cœur, puis elle a brassé son ministère, puis j'ai pas de doute. Mais oui, le blanc va pas directement sur la ministre, on s'entend, mais c'est le même j'ai l'impression que c'est le même cas qui se répète, Mario. À chaque fois qu'on parle, par exemple, de dossiers d'immigration, puis de visa, puis de permis, puis là, d'un coup, on apprend, il y a une famille qui font des pieds et des mains, sont francophones, sont ici, un médecin, là, je me souviens de ce cas-là. Ils peuvent jamais parler à quelqu'un. C'est toujours la même chose. Personne leur parle. Pas moyen de parler à quelqu'un. On va dans les médias, 2 jours plus tard, le dossier est réglé, on vous jure, c'est en cours de traitement. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui se répète, là. Mais j'ai l'impression, j'imagine que la famille doit encore être sur le choc, ils viennent sous le choc, ils viennent d'apprendre la nouvelle, mais moi, je pense que ça va leur amener quand même un apaisement, là. Bon, il y a le délai, il faut comprendre qu'il est enterré en Russie, là, c'est un peu paniquant, il faut l'inhumer, il faut le sortir de la terre, j'imagine pas toute la procédure. Mais malgré ça, ils vont rentrer progressivement dans un processus un peu plus de deuil normal et je leur souhaite là, de le vivre le plus sereinement possible. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On revient aux affaires politiques importantes au Québec, Mario, parce que les vraies affaires importantes, c'est quoi ces temps-ci? C'est à quel point Paul Saint-Pierre Plamondon est soupe au lait, à quel point Paul Saint-Pierre Plamondon fait mine de s'ouvrir les veines en plein Salon Bleu. Puis là, maintenant, c'est quoi la nouvelle priorité? Mais c'est à quel point Mme Guilbeault, la ministre des Transports et vice-première ministre, fouille dans sa très grosse sacoche, Mario. Et oui, mais c'est vrai que dans tous les articles, on souligne c'est une grosse sacoche. Elle-même l'a souligné, Mario. Elle-même l'a dit, là, c'est vrai, dans son point de près. Oui, elle dit, le peu de documents que je traîne avec moi au quotidien, c'est dans mon énorme sacoche. Et je la cite ici présent. Ben oui, parce que, encore une fois... Parce que pendant la commission parlementaire hier, puis on va y revenir, où elle s'est un peu mis les pieds dans les plats sur la question du transport en commun, elle a, pendant que le député Arsenault du Parti québécois, il posait des questions, elle a fouillé dans sa sacoche. Oui, puis là, semble-t-il que pendant quelque chose comme 2 bonnes minutes de temps et plus, tu sais, t'en réponds, tu fais poser des questions, puis fouille dans sa sacoche, un peu partout. On sait pas trop, elle a dit qu'elle cherchait un document en question. Pendant ce temps-là, fouille là-dedans. Et là, la bisbille a pogné Mario. Joël Arsenault s'est retourné en disant que c'était un manque de respect, il voyait un manque d'écoute, de désinvolture. C'est vraiment un manque de respect de chercher dans sa sac. Moi, j'ai trouvé que c'était... En fait, moi, je comprends pas cette histoire-là, sincèrement. Tu peux chercher une Tylenol, tu peux chercher une pastille pour la gorge parce que t'as mal à la gorge, tu peux chercher des Kleenex, tu peux chercher... que c'est un manque de présumer que quelqu'un qui fouille dans sa sacoche, c'est un manque de respect. J'ai trouvé que on sautait vite aux conclusions. Mais moi, je suis content de t'avoir avec moi, Mario, parce que j'avais hâte de te poser la question. Toi qui as siégé, justement, là, au Salon Bleu, en commission parlementaire. Plein de fois, là, tu poses une question à un ministre. Moi, ça m'intéresse. Tu poses une question à un ministre, mais lui, mettons, il est penché de même vers son sous-ministre, là, de côté, puis il parle, il cherche la réponse à la question d'avant, ou il fouille dans un porte-document. Parce qu'un homme, mettons, n'a pas une sacoche, il pourrait fouiller dans un porte-document, chercher un document, chercher un stylo. Ouais, ça s'est déjà vu. On s'entend qu'il n'y avait pas des articles de journaux qui embarquaient là-dessus, puis tout le monde faisait pas un esclandre. Aujourd'hui, j'avoue, je l'ai trouvé bizarre. La sacoche. Bon, là, l'explication qu'on finit par nous donner, c'est qu'elle a cherché longtemps. Mais là... Moi, je sais pas, là. Moi, je cherche longtemps quand je trouve pas. Si je trouve tout de suite, je cherche plus, là. Je cherche longtemps quand je trouve pas. Est-ce que c'est ça qui lui est arrivé? Elle trouvait pas l'item qu'elle recherchait. Ça fait pas un peu enfantillage, garderie, bébé, lala? Ben, regarde. Probablement que ça vient dans le contexte plus largement. Parce que je dois dire que autant je peux la défendre que fouiller dans sa coche, pas grave, autant j'ai trouvé que son ton et ses réponses avaient l'air d'une personne que ça y tente pas d'être là. Ouais. Puis là, c'est peut-être là que tu te dis, OK, si la personne, pendant une demi-heure, 1 heure, elle te donne des réponses un peu comme ça me tente pas d'être ici. Puis là, ben, il fouille dans sa sacoche, ben là, tu introduis la sacoche dans le sujet plus large de ça y tente pas de répondre à nos questions. Peut-être qu'il y a de ça.
Mais chose certaine, elle n'a pas donné des réponses qui ont été payantes pour elle. Elle n'a pas donné hier soir des réponses qui ont été payantes pour elle aujourd'hui. Oui, parce qu'elle était peut-être finalement contente que ce soit la sacoche qui prenne une partie de l'attention médiatique parce que elle a eu des réponses qui ont provoqué vraiment une esclandre. Là. On a eu des critiques qui ont fusé toute la journée de toutes parts en raison aux réponses qu'elle avait dit là, en parlant du fait que le transport collectif et les sociétés de transport, c'est pas une mission de l'État. Là. Quelque chose qu'elle a déclaré puis qui a été appuyé par la suite par François Legault, là, qui en a remis une couche quand même aujourd'hui, Mario, en disant... Mais qui l'a repris quand même, en expliquant ce qu'elle avait voulu dire. Parce que de dire que c'est pas une mission de l'État... C'est pas exactement vrai. Là. Non. Alors que ce que François Legault expliquait, c'est les budgets d'opération, ça, c'est les sociétés de transport, c'est aux municipalités, ça, c'est la vérité, là. Mais de dire que à l'intérieur de toutes les différentes structures étatiques, chacun doit jouer son rôle, puis de dire globalement, c'est pas une responsabilité de l'État avec un air de je m'en lave les mains, il y a un gros écart. Oui, puis ça risque pas d'amener dans une meilleure situation la relation qu'a le gouvernement du Québec avec les municipalités, Mario, non plus. Parce que les maires sont tombés sur elle aujourd'hui. Ben oui, surtout que M. Legault lui-même, les maires sont tombés sur Mme Guilbeault en dénonçant le fait que c'est irresponsable. Il y a le maire Bruno Marchand à Québec qui a dit qu'il n'y avait plus aucune confiance en Geneviève Guilbeault en matière de transport collectif. Puis là, M. Legault, de son côté, dit que pour les maires, c'est plus facile d'aller quêter de l'argent à Québec que de faire du ménage dans leurs propres dépenses. Mais c'est ça le bras de fer. Le bras de fer, c'est que les sociétés de transport, la STM, les autres, les sociétés de transport ont fait ces dernières années des déficits énormes. Et les villes voudraient... Bon, les villes ont demandé à Québec d'éponger le déficit. Une fois, ils l'ont fait. Mme Guilbeault l'a fait. 2 fois, là, cette année, Mme Guilbeault l'a partiellement fait en disant hey, moi... Mais là, Mme Guilbeault dit là, c'est fini. Moi, je peux pas à chaque année faire un déficit. Venir voir le ministre en haut puis dire ah ben là, éponge-moi ça, efface-moi ça. Bon, et là, les maires disent si vous voulez pas qu'on fasse un déficit, financez-nous davantage. Le gouvernement du Québec dit autrefois c'était 39%, on l'a monté à 48%. C'est assez, on met plus un sou de plus. Et la prétention du gouvernement du Québec, c'est que les villes dépensent trop. Et quand on dit trop, pas nécessairement donner trop de services ou trop de lignes d'autobus, mais les salaires dans les sociétés de transport sont plus élevés que ce qui se paye au gouvernement du Québec pour les fonctionnaires. Oui, 30% de plus à peu près. Oui, puis oui, c'est vraiment plus. Les garages municipaux, tout ça a coûté cher. Donc, ils se disent, les sociétés de transport dépensent allègrement, ils font un déficit à la fin de l'année, puis ils viennent nous voir avec leur déficit. Mais tout ça, il n'y a pas de... Puis, je veux dire, la solution en bout de ligne, c'est quoi? C'est de charger plus... de facturer davantage les immatriculations, d'aller chercher le nouvel argent dans le poste des automobilistes. Mais là, le gouvernement se dit hey, je suis assez impopulaire, si je fais ça, je me rachève. Là, Ouais. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Comment ils vont s'en sortir? Mais ils se sont pas aidés aujourd'hui parce que alors qu'ils ont une solution, ils ont une situation complexe entre les mains. Mais là, pour chercher des solutions, l'atmosphère est plus tendue que jamais. C'est la guerre entre le gouvernement du Québec et les maires. Tout savoir en 24 minutes. Des autres annonces gouvernementales, c'était aujourd'hui qu'on a inauguré le lancement là, de ce projet de Musée national de l'histoire. Là, il y en a peut-être qui haussent les sourcils en m'entendant parler de ça, mais c'est parce que c'est pas exactement le projet qui était prévu au départ. C'est tout ce qui reste, en fait, des fameux espaces bleus, hein, le legs que voulait faire M. Legault au gouvernement puis au reste du Québec. C'est finalement quelque chose dans lequel on a mis la hache, là, ce projet-là qui prenait de l'ampleur en termes de coûts, qui explosait. C'est ça, qui allait coûter vraiment beaucoup trop cher. Donc là, il va rester un espace bleu, mais qui s'appellera pas comme ça, qui va être un musée national d'histoire. Voilà, qui va aller là, se porter dans le pavillon camérois du séminaire de Québec, là, donc le bâtiment qui était censé être la maison mère déjà des espaces bleus, mais qui va devenir le seul bâtiment et musée qui se fait quand même en collaboration là, avec, entre autres, le Musée de la civilisation de Québec, qui va être responsable des expositions, et tout va porter sur l'histoire du Québec, et uniquement l'histoire du Québec, c'est vraiment ce qu'on veut enseigner. Donc, prix de consolation, un tout petit peu, Mario, sur le projet principal? On pourrait voir ça, parce que je vois beaucoup d'amoureux de l'histoire du Québec qui voient au contraire quelque chose de mieux. Là. Les espaces bleus, c'est comme si le gouvernement essayait de faire quelque chose. Là, on n'en fait pas à grandeur du Québec, mais au moins à Québec, on fait comme une vraie affaire. Ouais. Et qui, pour plusieurs, manquait. Là. On n'avait pas au Québec un musée d'histoire, comme la plupart beaucoup d'endroits, beaucoup de villes ont ça. C'est vraiment un musée d'histoire avec une mission très claire de donner une vitrine à l'histoire du Québec. Moi, je trouve ça sincèrement, je trouve ça bien. C'était pas...
j'ai l'impression que les espaces bleus, c'était pas fou, mais ça a été un peu lancé comme une espèce d'affaire de marketing. Là, un bon flash, tu lances ça. Ils avaient pas fait l'exercice de calculer tous les budgets. Et en région, ce qui fait que ça avait été plus ou moins bien reçu, c'est que beaucoup d'institutions culturelles, de musées existants en région disaient « OK, mais là, nous, c'est ça, tout l'argent neuf, mettons, de la prochaine décennie, va aller pour construire un espace bleu, alors que nous, les musées déjà existants en région, on aurait un petit projet de rénovation, la toiture coule, on a des besoins. Puis là, ben, tout ce qui s'appelle budget d'immobilisation, le budget de travaux, va aller pour l'espace bleu, pour la nouvelle affaire. Nous, on n'en aura plus. » Fait que ça avait pas été si bien accueilli. Alors que ça, je pense qu'un musée d'histoire à Québec, ça n'aura pas d'opposant. Ça va être quelque chose de plutôt bien accueilli. Tout savoir en 24 minutes. De plutôt bien accueilli, Mario, c'est pas le cas de tous les projets. Puis là, je parle d'un autre projet, celui-ci à Montréal, dans le quartier Saint-Henri. C'est cette maison Benoît Labre là, qui a été inaugurée, centre d'inhalation supervisée, avec des logements également à l'intérieur de tout ça. On se comprend, inhalation supervisée, c'est de l'inhalation de drogue, de stupéfiants, mais de manière supervisée, comme on le fait là, pour certains centres d'injection, entre autres. Le problème, c'est que cette maison-là est ouverte dans un quartier résidentiel, mais aussi juste à côté d'une école primaire, l'école Victor Rousselot. Et là... Et la nouvelle aujourd'hui, excusez-moi d'être plate, mais il faut l'intituler « Ce qui devait arriver arriva ». Là. Oui. C'est ce que les parents craignaient, puis on leur disait « Non, 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 vous faites peur, vous n'êtes pas dans ma cour, vous avez des craintes ». Mais les parents qui avaient des craintes, ben c'est exactement ce qui se produit. Oui, puis ils ont appelé justement 10 jours plus tard. Aujourd'hui, TVA Nouvelles qui s'est rendu sur place avec notre collègue Yves Poirier qui est allé prendre des images. Puis tout ce qui a été dénoncé, ben, il a été capable de le voir. Là. Non seulement, ben, il y a des sans-abri, des consommateurs qui se sont installés sur place, qui ont monté un petit campement. Là. Il y a des tentes qui ont été érigées. Il y en a qui se sont retrouvés, entre autres, sur des escaliers d'un immeuble résidentiel, là, directement dans l'entrée, des seringues qui ont été trouvées sur le sol, des gens qui se sont fait engueuler par des personnes en état d'ébriété, en état de consommation. Et là, en plus, ben, c'est juste à côté d'une cour d'école. C'est la cour de récréation d'une école primaire. Et là, ben, on dit qu'il y a des enfants qui se seraient fait lancer des roches. Et pire encore, un itinérant qui se serait mis à uriner là, de culotte à terre devant des enfants là, du primaire à cet endroit-là. Là. Donc, ça a été assez pour qu'on appelle les médias de ce côté-là. Et même du côté là, de la directrice de la maison Benoît Labre, Mme Andréane Desilets, elle le sait, là. Elle est venue parler aux journalistes, expliquer, entre autres, que c'est en raison des travaux de la porte d'entrée qui est inaccessible à l'entrée principale qu'on est obligé de faire passer tout le monde par en arrière. Puis là, en arrière, ça tombe sur l'école. Mais même là, on se comprend, il y a un comité... D'après moi, là, quand la porte d'en avant va être réparée, il va y avoir des problèmes pareils. Je te lancerais ça, une hypothèse, mettons. Voilà, t'es peut-être un devin là-dessus, Mario. Ça reste à voir. Malheureusement, situation là, qui est assez triste, merci à voir, là, alors qu'on a... On peut pas vraiment déplacer des populations comme ça de consommateurs puis en état d'itinérance, mais où les placer, c'est jamais évident. Non, je sais bien, aucun quartier les veut, c'est pas facile, mais là, il me semble que cet endroit-là, c'était écrit dans le ciel que ça allait mal tourner, là. Actualité. Dans les affaires judiciaires, il y a des nouvelles accusations qui sont tombées contre cette gardienne de Beauport qui est accusée à ce moment-ci de meurtre. Madame Jenwite Mubwaka qui a été accusée de nouveau cette fois-ci. Et là, ben, c'est des accusations qui ont été portées là, d'avoir violenté d'autres enfants. Là. Donc, de la manière dont on comprend tout ça, 2 nouvelles victimes se rajoutent. 13 mois, 20 mois, les bambins à l'époque où les crimes ont été commis entre février et mars dernier. Et là, ben, c'est d'autres accusations qui vont pleuvoir sur elle et sur son conjoint parce que, je rappelle, elle est accusée, là, ni plus ni moins que de meurtre au 2e degré le 21 mars dernier. Fait que les nouvelles accusations, c'est pas tellement, une fois que tu es accusé de meurtre, c'est pas tellement que ça ajoute à la gravité là, de ce qu'elle aurait comme sentence éventuellement, parce qu'on a notre système judiciaire, là, tu peux rejeter sentence. C'est plus l'éclairage que ça amène sur, voyons, qu'est-ce qui se passait dans cette garderie, c'est plus ça, là, c'est plus le questionnement sur le décès puis la façon de fonctionner. Qu'est-ce qui se passait entre les murs de cette garderie-là? Oui, parce qu'à ce point-ci, on n'a pas plus de détails sur ce qui est arrivé là, le 21 mars lorsque le poupon est décédé. Là, on a tenté de le réanimer, je rappelle, dans l'ambulance, puis ça n'avait pas fonctionné. Malheureusement, il était décédé. Et là, par la suite, on les avait accusés justement là, du côté de meurtre au 2e degré pour elle, pour son conjoint, de complicité après le fait, entre autres. Ils sont toujours là, incarcérés puisque c'est des accusations de meurtre. Reste à voir pendant l'enquête de remise en liberté ce qui va se passer pour eux. Tout savoir en 24 minutes.
Impossible de pas parler de ce qui est tombé à minuit directement hier soir, annoncé un peu par surprise. L'ultime album des Cowboys fringants, enregistré avec feu Carl Tremblay, qui prête sa voix pour plusieurs des chansons de cet album. Et quelle chanson, quel texte, là. Ah, c'est fou raide, là. J'ai même pas encore tout écouté, mais j'ai écouté les chansons les plus reliées au départ, à la mort, à la fin du groupe. J'en ai des frissons dans le dos en parler. Mario, là, toi et moi, on est des grands fans des Cowboys fringants. Et c'est un hommage à la fois à Carl Tremblay, à la fois au groupe, à la fois à tous les fans et supporters depuis des années là, du groupe des Cowboys fringants. Pub Royal, ça s'appelle, tout comme la pièce là, déjà de comédie musicale qui existe avec les chansons des Cowboys. Et là, il y a 6 pièces là-dedans qui sont chantées directement par Carl Tremblay, sa conjointe, le Marie-Annick Lépine, Jean-François Posé, qui prêtent leur voix pour le reste des autres chansons. Et on retrouve tout ce qu'on a toujours retrouvé sur un album des Cowboys. Bien évidemment, le dernier morceau, La fin du show, qui est chanté par Carl Tremblay. T'sais, combien d'artistes, Mario, ont pu avoir la chance de parler? Oui, parler de la mort, parler d'un trépas éventuel, ça a déjà été fait. Mais savoir que tu vas mourir puis pouvoir faire un adieu à tous. En fait, j'écoutais l'album, puis des fois, je me demandais des moments, mais comment même? Parce qu'on me dit que les chansons là, avec Carl Tremblay ont été enregistrées dans la maison. Chez lui, oui, absolument. Chez lui, parce qu'il était plus en état d'aller en studio. Mais je me disais, mais comment ils ont pu enregistrer ça? Comment ils ont pu enregistrer ces textes-là dans la maison, avec lui, dans un état de faiblesse. Il le voyait, il l'avait dans la face avec eux. C'est... je me disais, quand la dernière note devait être jouée, là, il devait soit tout partir à pleurer ou je sais pas quoi, mais c'était... c'est quelque chose à entendre. Oui, absolument. Puis il y a d'autres morceaux tristes. Dans Les Cheveux Blancs, Marie-Annick parle à leur fille, à elle et Carl, en parlant justement là, de la vie est souvent injuste. C'est vraiment absolument déchirant. Mais il y a aussi des morceaux festifs, comme on l'a bien connu pour les Cowboys Bienvenue chez nous, entre autres, là, qui swingent pas mal. C'est des très bonnes chansons là, qui se retrouvent sur cet album. Non, fallait glisser un mot là-dessus parce que quel coup de canon. Un album qui s'est... ce matin, on faisait des recherches, là, puis à 10h ce matin, l'album s'était déjà hissé dans certains palmarès d'écoute de streaming, devant tout ce que Taylor Swift est en train de battre comme record. Là, pour le Canada, ça avait devancé Taylor Swift. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.